Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il me revient au stade terminal de ce colloque d'aborder avec Monsieur le bâtonnier Royanez les suites des décisions de l'autorité de la concurrence. Pour ma part, j'aborderai uniquement les suites procédurales données à nos décisions. Et en clair, il s'agit d'exposer très rapidement, je vous rassure, les éléments chiffrés, nombre de recours, résultats de ces recours, et ce qui nous permettra, au-delà des chiffres, de nous questionner peut-être sur la qualité que les parties au débat retiennent de nos décisions, mécontentement ou satisfaction, et de nous poser également d'autres questions sur la manière dont les juridictions supérieures, Cour de cassation ou Conseil d'État, ont pu juger la qualité de nos motivations ou des décisions de fond. À la suite de nos décisions, c'est également l'élaboration progressive d'une jurisprudence locale et sa prise en compte par le tissu économique avec l'émergence d'une mise en conformité spontanée, mais il appartiendra là à Monsieur le bâtonnier Royanez d'aborder ces problèmes. La notion de recours juridique implique la notion de décision. Et on a vu, notamment lors de la table précédente, que les avis et recommandations ne peuvent pas faire l'objet de recours. Donc ce ne sont certainement pas les juridictions supérieures qui donneront une teinte, un sentiment quelconque sur la qualité ou non de ces avis, mais on a vu tout à l'heure, et c'était très intéressant, l'avis que aussi bien la société civile, le politique, mais également les intervenants syndicaux ou MEDEF portaient sur notre activité d'avis et recommandations. Une voie de recours donc, ce qui implique une décision, mais également une juridiction de recours et une procédure de recours. Et l'analyse des chiffres, évoquée ensuite, impose quelques brèves observations préalables sur ces trois points. Et je ne vous cache pas que quand j'ai préparé cette intervention, un aspect qui m'avait quelque peu échappé, c'est plutôt Madame la Présidente qui connaît parfaitement en la matière, mais j'ai quand même constaté un certain nombre, je dirais, d'originalité, voire de curiosité dans ces domaines. La décision, celle qui est l'objet du recours. L'autorité, et vous l'avez vu, prend un certain nombre de types de décisions susceptibles de recours. Vous avez tout d'abord tout ce qui concerne les autorisations ou refus d'autorisation en matière de concentration, ou également dans le secteur du commerce de détail, création, agrandissement, changement de nom, changement d'activité. Ça, c'est un premier secteur important. Ensuite, vous avez les décisions contentieuses, c'est celles que tout le monde retient davantage, notamment la presse, donc rendues essentiellement sur plainte, voire sur autosaisine de l'autorité. Et là, vous avez notamment les sanctions pécuniaires, qui sont très importantes. Tout à l'heure, j'ai entendu que le chiffre à ce jour était de l'ordre de 240 millions, Madame la Présidente, vous me confiez 245, excusez-moi, je laisse les francs de côté. Mais vous avez également, ça peut être plus problématique d'ailleurs pour certaines entreprises, les décisions de publication, diffusion, affichage. Et je peux assurer que certaines entreprises préfèrent encore payer 5 millions ou 10 millions que de voir leur nom affiché dans le journal des nouvelles. Il y a également d'autres types de décisions qui font l'objet de recours, notamment les rejets, pour Cinecity, ou des décisions d'irrecevabilité. Et enfin, et là on en a parlé tout à l'heure avec l'OPT, les décisions sur les mesures conservatoires. Là, jusque-là, pas trop de difficultés. Ensuite, nous avons besoin d'une juridiction de recours. Et c'est là que les choses commencent, selon moi, à être un petit peu, je dirais, peu orthodoxes. L'autorité, en effet, a la particularité de voir les juridictions de recours varier en fonction de la nature de la décision, mais quelquefois même dans le même secteur d'activité, suivant un type particulier de décision. Soit c'est la compétence judiciaire, soit c'est la compétence administrative. Concernant les juridictions judiciaires, c'est une ordonnance de 2014 qui a désigné la Cour d'appel, juridiction de Cour d'appel, comme juridiction de recours contre
un certain nombre de décisions listées très précisément. Et c'est là que je suis un petit peu tombé nez nu, c'est la cour d'appel de Nouméa qui était désignée comme juridiction de recours. Je n'ose imaginer que cela ait pu prospérer. En effet, à l'époque j'en faisais partie, la cour d'appel est une cour d'appel de petite taille qui pâtit d'un turnover assez régulier, ce qui aurait rendu très difficile l'appropriation d'une matière aussi technique que le droit de la concurrence. Et heureusement, une loi du 14 octobre 2015, la loi d'actualisation du droit des Outre-mer, a heureusement substitué la Cour d'appel de Paris à celle de Nouméa. Les décisions en question sont uniquement celles qui sont listées dans cette ordonnance de 2014. Et il va de soi que les décisions prises par la Cour d'appel de Paris, on l'a vu dans l'affaire de l'OPT, peuvent faire l'objet ensuite d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Ça, c'est la compétence judiciaire. Maintenant, la compétence administrative. La compétence administrative, elle est définie, en quelque sorte, est une compétence par défaut. Un peu comme la loi organique sur la Calédonie, où les provinces sont compétentes par défaut quand la compétence n'est pas attribuée dans tel ou tel domaine à l'État ou à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est le Code de justice administrative, dans son article R 311-2, quatrièmement, qui effectivement donne compétence à la Cour administrative d'appel de Paris, puis éventuellement du Conseil d'État, pour les décisions qui ne relèvent pas du juge judiciaire. Alors, on va peut-être passer à... Voilà. Voilà un petit peu un tableau qui vous montre. Alors, moi, ce qui m'étonne un peu, vous voyez, c'est qu'en matière de PCR, les décisions de rejet, irrecevabilité, clôture, c'est la Cour d'appel de Paris. Par contre, en matière de sanctions pécuniaires, injonctions, astreintes, ce serait la Cour administrative d'appel. Quelle est l'utilité ici de cette dualité? Aurélie m'a indiqué, quand je lui ai posé cette question, qu'il y avait une origine, enfin en tout cas en métropole, une origine un peu historique. Mais ici, je ne vois pas trop, et je me suis dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un copier-coller, oui. Donc, une juridiction, on en a deux, et une procédure de recours. Alors là, je ne veux pas rentrer dans le détail d'une procédure, mais deux aspects vraiment originaux ont attiré l'attention du praticien civiliste et pénaliste que j'étais, et ça me laisse perplexe. Tout d'abord, l'autorité de la concurrence est partie à l'instance de recours. C'est comme si le tribunal judiciaire en métropole était parti devant la juridiction d'appel. Les juristes ici comprendront mon étonnement. Alors, devant la Cour d'appel de Paris, l'autorité peut se défendre seule. C'est ce qu'elle a fait, sauf erreur, dans le dossier de l'OPT, je pense, hein, ma chère Aurélie. Oui, devant la Cour d'appel. Par contre, devant les juridictions suprêmes, Cour de cassation ou même Cour administrative, et puis devant le Conseil d'État, elle doit être représentée par un avocat. Je serais curieux de voir si l'autorité, dans son budget, a d'ores et déjà prévu les frais de représentation. Ensuite, toujours dans ces sortes d'anomalies, j'ai pensé un peu à Ubu et à Alfred Jarry. Le président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité. Vous imaginez qu'il en soit de même en matière de procédure civile ou même en matière pénale. Et je me suis dit, en allant plus loin dans ma réflexion, pourquoi ne pas imaginer que, puisque l'autorité est partie à l'instance, qu'elle ne puisse pas, dans un geste de repentir ou par sursaut schizophrénique, faire appel elle-même de ses propres décisions. Pourquoi pas, au rythme où on en est. Après ce rappel très bref des particularités des recours, abordons là aussi rapidement les données chiffrées. Alors ça a été déjà plus ou moins évoqué par Madame la Présidente, mais donc 137 décisions, avis et recommandations. Donc on vient de le voir, les avis et recommandations ne font pas l'objet de recours. Donc si vous calculez bien,
ça vous fait 103 décisions susceptibles de recours. Et là, vous avez un détail, 34 autorisations d'opérations de concentration, 36 autorisations dans les commerces de détail et 33 décisions contentieuses. Les recours, sur 103 décisions, 4 recours. Alors, j'ai calculé rapidement, on n'est peut-être pas dans les... On doit être dans les 80... J'avais noté ça quelque part, mais enfin, peu importe. Ça fait 3,9%. Je ne sais pas, j'aurais bien posé la question à monsieur le Président de l'autorité métropolitaine. Quel est le pourcentage de recours des décisions de votre autorité? Peut-être pas 30-40%. Vous voyez, 3,4%, c'est 3,9%. C'est intéressant. Alors vous les voyez parce que ces décisions, elles ont déjà été évoquées, donc on ne va pas y revenir. Vous avez avec les couleurs, le bleu c'est le judiciaire et le rouge c'est l'administratif. Là vous avez la décision OPT, on y reviendra brièvement après. Décision Cinecity, c'est le cinéma MK2. Et vous avez 2 décisions, là aussi qui sont des décisions de mise en exploitation d'hypermarchés. 2 recours, alors c'est la société Ballande qui voulait s'installer, et il y a 2 recours d'un tiers. En l'espèce, c'est Kenwin. Donc là aussi, les juridictions concernées. On voit un petit tableau qui n'est pas inintéressant. On voit que sur les décisions d'autorisation de commerce de détail, sur 36 décisions, 2 recours, ce sont les 2 recours de Kenwin contre Ballande. Concernant les autorisations de concentration, aucun recours. Concernant, alors c'est ce qui m'a moi beaucoup étonné, je dois dire, concernant les décisions sur les sanctions, avec 245 millions quand même de condamnations, 0 recours. Mesures conservatoires, finalement c'est peut-être là qu'il y a le plus fort taux de recours. Sur 2 décisions, il y a eu 1 recours. Et enfin, sur les décisions de rejet, irrecevabilité, non-lieu, 9 décisions, 1 recours. Il s'agit là aussi de Cinecity et du cinéma MK2. Alors, l'origine des recours, concernant la compétence judiciaire, on voit que ce sont les parties elles-mêmes qui ont fait un recours. Par contre, en ce qui concerne les autorisations d'ouverture, ce sont 2 opérateurs tiers. Et s'agissant enfin des décisions prises par les juridictions d'appel, la Cour de cassation, on a bien sûr la décision de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi de la SCCI à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Paris et qui confirme donc l'annulation de la décision de l'autorité. Et par contre, à l'inverse, nous avons la décision de la Cour d'appel de Paris, très récente, 24 mars 2022, qui rejette le recours contre notre décision. Les 2 autres décisions sont toujours pendantes. Quelle analyse tirer de ces chiffres? Alors, en matière de statistiques, il va de soi que seul le nombre fait sens. Et avec 2 décisions définitives rendues par les juridictions supérieures, l'une qui nous donne tort, l'autre qui nous donne raison, il est quand même un peu difficile de juger de la qualité ou de la pertinence de l'ensemble de nos décisions sur ce critère. Et j'ajouterai, pour sourire, déférence gardée envers ces juridictions supérieures, qu'il peut après tout leur arriver de se tromper ou de procéder à des revirements de jurisprudence postérieurs. Par contre, je trouve que le rapport entre le nombre de décisions susceptibles de recours, 103, et le nombre de recours, 4, soit un pourcentage, je disais, de 3,9%, me paraît démontrer une acceptation globale de nos décisions, et en particulier dans le domaine où moi j'étais persuadé qu'on aurait au moins une bonne moitié de recours, c'est en matière de sanctions. Alors, comme je le disais, 245 millions de francs depuis 2018, personne ne fait de recours, et pourtant on sait que certaines décisions sont peut-être restées un peu en travers de la gorge des parties, mais moi,
tout cas, je suis positif et je pense que cela signe une motivation argumentée de nos décisions. Et j'invite ceux qui allaient sur le site de l'autorité pour justement consulter un peu ces décisions et voir cette argumentation. Argumentation qui est préparée bien en amont par le service de l'instruction et un travail de qualité que j'estime tout à fait remarquable. Donc une argumentation, une motivation comprise et admise par les parties. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et également, s'agissant des montants des amendes, une application mesurée et adaptée au contexte local des peines d'amende. Et je dois dire, il est vrai, et les membres du collège ici présents ne me contrediront pas, très souvent, il n'y a pas forcément de discussion sur le fondement sur la faute. Quelquefois, les choses sont tout à fait reconnues. Et la principale délibération porte sur le montant des amendes, où nous essayons de faire, en partant du maximum, quelquefois, on voit les chiffres, c'est faramineux, on pourrait aller jusqu'à 80 millions, imaginez un petit peu qu'on rende une décision à 80 millions d'amendes, mais il faut tenir compte d'une situation spécifique de chacune des parties. Et je crois qu'on le fait bien. L'absence de recours me semble en être la preuve. Je disais en préambule que l'une des conséquences les plus positives de nos décisions pouvait tenir à l'appropriation progressive par le tissu économique de ce nouvel arrivé dans les relations d'affaires qu'est le droit de la concurrence, qui est effectivement un petit bambin qui commence un petit peu mieux maintenant à marcher. Et aux leçons que les entreprises pouvaient tirer de nos décisions, en particulier par la mise en conformité spontanée. Et je cède la parole à monsieur le bâtonnier royanaise pour traiter de cet aspect très important, ainsi que du développement des actions privées. Et je vous remercie de votre écoute. Donc, j'ai été missionné pour vous parler de l'entreprise comme promoteur du droit de la concurrence, ou plus exactement comme acteur spontané du droit de la concurrence. Je remercie Madame la Présidente de m'avoir proposé de faire cette intervention, même si malheureusement le temps qui m'était imparti est déjà écoulé, Madame la Présidente, donc je vais essayer de ramasser mon intervention, mais c'est un sujet vaste et qui est effectivement extrêmement intéressant. Alors, ça a été rappelé tout au long de la journée, l'autorité est la gardienne vigilante du droit de la concurrence, au travers notamment de ces deux axes principaux que sont la pédagogie et la répression. Pour la pédagogie notamment, elle dispose de nombreux outils que sont ses avis. On l'a dit également à plusieurs reprises, son site internet est extrêmement bien fait, extrêmement bien documenté. Il y a également celui de l'autorité nationale auquel on peut se référer et pour lesquels les entreprises trouveront une source d'information importante. Mais cette régulation n'est pas suffisante en tant que telle et c'est là où les acteurs effectivement doivent s'approprier, les entreprises les premières, doivent s'approprier le droit de la concurrence. C'est un chantier vaste pour chaque entreprise et on mesure encore en Nouvelle-Calédonie combien c'est un sujet qui est parfois méconnu des entreprises. J'ai plusieurs confrères dans la salle et tous pourront faire le même témoignage. On s'aperçoit combien nos sociétés clientes méconnaissent souvent ce pan du droit et le découvrent parfois malheureusement à leurs dépens. Il y a trois axes principaux pour se mettre en conformité quand il y a une entreprise. Je parlerai du programme de conformité assez rapidement. C'est un document pédagogique que peuvent adopter les entreprises et qui me semble quelque chose d'extrêmement important. On verra également la situation du rétablissement spontané lorsque l'on constate qu'on est en irrégularité. C'est un sujet sur lequel la présidente souhaitait que j'intervienne particulièrement puisque le cabinet avait eu l'honneur d'établir la première déclaration spontanée d'irrégularité auprès de l'autorité. Et puis, troisième hypothèse, c'est celle de l'action directe, cette fois non pas en tant que coupable d'une irrégularité, mais victime d'une situation émanant d'autres entreprises concurrentes et qui permet effectivement d'agir devant les juridictions.
Alors, sur les programmes de conformité, ils sont tous issus évidemment d'une pratique anglo-saxonne qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises ou des organismes si on l'étend aux personnes publiques. C'est un programme extrêmement fondamental pour les entreprises qui tend à se répandre, hein, toute la compliance, et qui a toujours 3 axes majeurs. Le respect du droit de l'environnement, le respect des droits sociaux et bien sûr le respect des droits économiques qui nous intéressent plus particulièrement. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur le Président Queré parler de la protection des droits des personnes, notamment sur tout ce qui est RGPD, et que vous intégriez cet axe aujourd'hui dans le droit de la concurrence. Et effectivement, ces 3 domaines sont en interaction et il est fondamental que les entreprises s'en emparent. C'est d'abord un enjeu pour chaque territoire, donc pas par entreprise, mais globalement. Vous avez une véritable géopolitique de l'intégrité, et aujourd'hui, on l'a dit à plusieurs reprises, et notamment cet après-midi, il faut que chaque territoire, enfin, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, maîtrise le droit de la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même relativement désorganisé, et le territoire qui est organisé, qui respecte le droit de la concurrence, évidemment, bénéficie d'un atout considérable. Et c'est quelque chose de fondamental pour les entreprises, évidemment les grandes entreprises, mais également les PME. Au niveau de chaque entreprise, cette culture du respect de la règle de la concurrence se diffuse au travers de plusieurs outils et surtout en recherchant des objectifs. Le premier, c'est développer une culture du respect des normes en droit de la concurrence. Et c'est quelque chose d'assez complexe, on le disait tout à l'heure pour les élus, mais c'est vrai également pour les entreprises. Donc c'est quelque chose qui s'appréhende dans le temps. Le deuxième objectif, c'est évidemment et surtout prévenir d'éventuels manquements qui pourraient survenir dans la pratique de l'entreprise. Et une fois encore, on a tous constaté des entreprises qui ont péché par méconnaissance des règles. Et puis, bien évidemment, troisième objectif de cette RSE dans le domaine économique, c'est de détecter les irrégularités qui ont été commises et donc d'y mettre un terme. L'autorité de la concurrence vient de publier son document cadre, il date du 24 mai 2022. Il remplace un document antérieur de 2012. C'est donc un document auquel les entreprises peuvent se référer, et notamment tous les grands groupes au niveau national ont des documents cadres, en général qu'ils publient. Vous en trouverez facilement sur Internet, des groupes comme Veolia et d'autres ont ces documents cadres qui sont extrêmement riches et qui reprennent l'intégralité de cette vision de responsabilité. Alors pour cela, très rapidement, l'autorité définit 5 piliers à respecter pour mettre en place une politique de conformité. Le premier, c'est un engagement public de l'entreprise. Donc il faut que ce soit un engagement évidemment clair, précis, ferme, qui émane des plus hautes autorités de l'entreprise pour indiquer à quel point le droit de la concurrence est fondamental. Là, on retrouve exactement le même mécanisme dans la réglementation générale pour la protection des données. C'est exactement les mêmes mécanismes. Les 5 piliers, on les retrouve de façon identique. C'est-à-dire qu'il faut que la plus haute autorité de l'entreprise se sente investie de cette protection du droit de la concurrence, au même titre que du RGPD, et le fasse savoir. D'où l'intérêt d'ailleurs de les publier sur les pages Internet des entreprises. Deuxième, c'est des relais d'experts internes. Si je dois poursuivre dans mon parallèle, eh bien, ce sera l'équivalent du DPO dans le domaine du RGPD. C'est-à-dire qu'on va désigner un responsable chargé de la conformité à la concurrence au sein de l'entreprise. Évidemment, je parle là d'entreprises qui sont déjà suffisamment structurées pour cela. Sinon, elles peuvent toujours l'externaliser. Mais c'est là aussi quelque chose de fondamental. Un dispositif de formation et de sensibilisation des agents. Ça peut être notamment des représentants commerciaux, ça peut être des services chargés du marketing, etc. Donc pour vérifier toute problématique de conformité et notamment dans les situations de pratiques anticoncurrentielles qui se rencontrent assez régulièrement. Quatrième pilier, les mécanismes de contrôle et d'alerte. Donc on peut les trouver au travers du règlement intérieur, dans les clauses contractuelles, dans les dispositifs ad hoc, etc. Et le dernier pilier, un dispositif de suivi, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un signalement sur une infraction en droit de la concurrence ou en tout cas un doute sur une opération réalisée, il est important qu'il y ait un dispositif de suivi pour savoir comment est traitée la demande. S'agissant ensuite, deuxième partie, de la régulation spontanée.
Si vous êtes là à ce niveau et que vous détectez effectivement une infraction parce que vous suivez votre programme de conformité, il appartient à l'entreprise de réagir. Pour cela, il faut évidemment qu'il y ait tout un mécanisme pour l'irrégularité qui soit traité. Alors, je ne reviendrai pas, je ne fais que les citer, mais je ne reviendrai pas parce qu'elles ont été abordées ce matin longuement sur les 3 hypothèses dans lesquelles une entreprise peut se mettre en conformité avec le droit de la concurrence, notamment la procédure d'engagement. Ça a été longuement développé ce matin. On a l'exemple récent, là aussi pris par l'autorité de la concurrence nationale avec Meta et le groupe Facebook qui a pris, concerné Facebook, qui a pris des engagements. Ce sont des engagements structurels et non pas comportementaux. Là aussi, il y a un changement de politique et de stratégie dans les entreprises et dans les demandes des autorités. La non-contestation de grief et la clémence pour les ententes horizontales. Ça aussi, ça a été évoqué ce matin, avec une réduction, je dirais une prime au premier qui se dénonce, puisqu'il est exonéré totalement d'amende. Ce matin, il a été demandé pourquoi les conseils ne remontent pas plus de demandes de clémence sur les ententes en Nouvelle-Calédonie. Tout simplement parce qu'on n'en a pas. S'il y en avait, effectivement, il y a un intérêt à se dénoncer. Alors, vous avez une première hypothèse qui effectivement est celle qui est évoquée mon confrère Frédéric Descombes ce matin, qui est l'absence majeure d'entente en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi tout simplement la crainte qui en découle. C'est un petit marché et lorsqu'il existe des ententes, effectivement, il n'est pas toujours facile, ou des pratiques, il n'est pas toujours facile pour les entreprises de se dénoncer. Toujours est-il que c'est un mécanisme effectivement qui est extrêmement résiduel, et voire nul en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un mécanisme qui est possible. L'autre hypothèse, notamment dans les concentrations, c'est celle où une entreprise décide de se dénoncer d'une irrégularité commise. Là, c'est un cas, je peux le citer avec l'accord des entreprises concernées, évidemment. C'est un cas, le premier qui avait été inauguré par l'autorité de la concurrence, Enercal, qui a une filiale EEN, qui intervient dans les énergies renouvelables, créer une société qui s'appelle Watom, enfin chez Watom exactement, dans le domaine de l'énergie solaire. La société Promosud demande à rentrer, il y a un accord entre elles, à rentrer au capital en tant qu'actionnaire minoritaire. Les conseils de l'époque, on est en 2017, les conseils de l'époque négocient cette entrée au capital assez longuement, et au fur et à mesure que les négociations se déroulent, Promosud, comme tout levier financier, entend obtenir des garanties dans la poursuite des missions par cette filiale et sollicite à ce titre un droit de regard sur les décisions qui sont prises dans le cadre de la filiale. Et par la suite, un pacte d'associés est signé, donc bien après la prise des statuts, un pacte d'associés est signé dans lequel, vous le voyez, les décisions deviennent finalement conjointes, puisqu'il y a un comité de direction paritaire sans que le président ait une voix prépondérante, et il y a même une majorité aux 2/3, avec deux partenaires, ça veut dire l'unanimité, pour les décisions stratégiques. Donc on tombe dans le cadre d'une entreprise constituée qui aurait dû faire l'objet d'une notification à l'autorité de la concurrence au titre des concentrations. On est en 2017. 2 ans et demi plus tard, on est saisi sur une question tout à fait anodine sur cette entreprise et on est amené à voir ce point. Donc se pose la question de que doivent faire ces deux entreprises. Évidemment, c'est une décision stratégique qui doit être prise et qui doit inclure l'hypothèse d'une sanction, puisqu'il s'agit d'une régularisation a posteriori. Ça fait 2 ans et demi que la concentration a été réalisée et elle n'a jamais été notifiée. Donc la démarche a été celle de rencontrer l'autorité de la concurrence, essayer de déterminer quelle serait l'hypothèse d'une sanction. C'est très difficile pour l'autorité de se prononcer sur ce point, mais c'est également très difficile pour l'entreprise, les entreprises concernées, de se positionner à ce stade. La démarche est encore anonyme quand on la réalise, pour se positionner sans savoir quelle va être la sanction. Alors on a des fourchettes, mais quand on parle de 5% du chiffre d'affaires consolidé d'un groupe, la sanction peut être extrêmement lourde. Là, concrètement, on parlait de plusieurs milliards d'hypothèses de sanctions. Donc vous comprenez que ça induit une réflexion forte et que ce n'est pas un positionnement facile pour les entreprises.
Toujours est-il que s'agissant de groupes, évidemment, ce sont des opérations courantes de créer des filiales ou de prendre des participations. Donc, bien évidemment, la décision de régulariser s'impose parce que c'est une question récurrente qui se reposera ensuite au travers d'autres déclarations et cette filiale aurait été de toute façon contrôlée. Donc, on saisit l'autorité de la concurrence bien tardivement, 2 ans et 8 mois après la constitution de la société. Et on le fait d'abord par le biais d'une pré-notification, puis d'une notification. La décision est celle d'autoriser la concentration. Donc elle avait tous les critères pour être régulière. Et le service de l'instruction s'auto-saisit, par contre, pour la non-déclaration d'une concentration. Donc c'est une faute du groupe. Donc s'ensuit toute la procédure de sanction, avec notamment toute la saisie des pièces administratives, etc. Donc c'est une procédure assez lourde pour les entreprises, qui, je peux le dire, ont été vécues avec difficulté. Et au terme, le collège de l'autorité a pris une sanction cumulée de 32 millions de francs et qui représente 0,1% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Et donc qui aurait pu être beaucoup plus importante, puisqu'en métropole, là je parle sous l'œil vigilant de Monsieur le Président, je crois qu'on est plutôt sur des fourchettes de 0,3 à 0,5 sur les régularisations, mais il y a des écarts beaucoup plus importants. Donc là aussi, ça explique pourquoi il n'y a pas d'appel. C'est une fois encore une prise de risque de faire appel. On ne sait pas ce que déciderait la Cour d'appel de Paris, qui elle a un référentiel national. En Nouvelle-Calédonie, on a bénéficié d'un certain nombre de conditions, enfin d'éléments qui ont été pris en considération pour ne pas mettre une amende extrêmement lourde, notamment le fait que vraiment ils avaient péché par méconnaissance à l'époque, ils n'avaient pas eu cette connaissance et ça a été démontré par la procédure que ça avait été fait de bonne foi. Le fait que la Nouvelle-Calédonie est encore un petit peu jeune dans ce domaine. Par contre, il n'est pas certain du tout que la Cour d'appel de Paris aurait le même regard, je ne vais pas dire bienveillant, mais en tout cas de compréhension d'une situation spécifique. Donc la décision a été prise de ne pas faire appel. C'est par rapport à ce que disait Monsieur le Président Stolz également, ça explique que certaines décisions, il n'en est pas fait appel. Donc au final, bien évidemment, quand une entreprise détecte une situation d'infraction, il est de son intérêt de se mettre en conformité, ne serait-ce que parce qu'elle sera amenée à un moment ou à un autre à faire connaître cette filiale. Et donc la sanction sera beaucoup plus lourde si elle a masqué sciemment une faute. Et donc c'est aussi une façon de se mettre en conformité. Troisième hypothèse de régulation, c'est évidemment les actions des victimes d'infractions qui sont aujourd'hui assez marquées devant l'autorité de la concurrence et très peu nombreuses devant le tribunal de commerce ou le tribunal administratif. Donc la première hypothèse, là encore, je ne reviendrai pas dessus, ça a été largement discuté. Il s'agit de saisir l'autorité de la concurrence lorsqu'on est victime ou on pressent être victime d'une pratique anticoncurrentielle. Donc on saisit l'autorité de la concurrence, soit par les mesures conservatoires, soit par un dossier au fond. Lorsque l'autorité de la concurrence s'est prononcée définitivement, il est ensuite possible de saisir le tribunal mixte de commerce de dommages et intérêts. L'intérêt de le faire sous ce format-là, de commencer par l'autorité de la concurrence, c'est qu'on n'a plus la nécessité d'apporter la preuve du manquement que l'on allègue. On se doute bien que devant le tribunal de commerce, on peut agir immédiatement en dommages et intérêts. On le fait parfois. Il est extrêmement difficile, lorsqu'on suppute une pratique anticoncurrentielle mais qu'on n'en a pas la preuve, d'obtenir gain de cause. Le tribunal ne dispose pas des mêmes pouvoirs d'enquête et d'investigation que l'autorité de la concurrence. Il est donc difficile d'établir les faits. Et quand bien même on établirait les faits, viendrait ensuite la seconde difficulté, qui est celle du lien de causalité avec le préjudice que l'on a, puisque le risque que l'on évoque est seulement éventuel. Donc une fois encore, dans la chronologie des opérations, il vaut mieux saisir l'autorité de la concurrence et puis saisir le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, comme le tribunal administratif, dispose de la possibilité également de solliciter des avis. Donc on pourrait bien évidemment, sur le fondement du LP 462-3 du Code de commerce, demander à la juridiction commerciale ou à la juridiction administrative
le soin de solliciter l'autorité de la concurrence pour lui demander, son avis. Mais là encore, il me semble que c'est moins efficace puisqu'on ne disposera pas des pouvoirs d'enquête et d'investigation de l'autorité de la concurrence qui émettra un avis sur une question posée par la juridiction commerciale. Dernier point, mais qui n'est pas nul en Nouvelle-Calédonie, c'est tout ce qui concerne le droit administratif. On sait que la commande publique est un élément moteur dans les territoires insulaires et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Et toutes les atteintes à la commande publique sont susceptibles d'être sanctionnées. Il s'agit bien évidemment des échanges d'informations, de répartition des marchés ou des offres de couverture. Il y a eu une décision il y a quelques mois sur 4 entreprises qui faisaient partie d'un même groupe et qui avaient répondu à un marché public de nettoyage. Ça donnait lieu à une décision de l'autorité où effectivement la question pouvait se poser, je crois d'ailleurs que c'est l'administration elle-même qui se l'est posée, sur l'éventualité d'échange d'informations ou de répartition des marchés entre les entités concernées. Dans ce cas, l'autorité a considéré qu'il n'y avait pas eu d'infraction, pas de pratique anticoncurrentielle de la part des entreprises, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Et il faut savoir que l'administration a l'obligation de s'assurer d'un strict respect du droit de la concurrence. Donc pour ça, elle dispose d'un faisceau d'indices. Il y a notamment 2 points sur lesquels je voudrais attirer votre attention, que sont la sous-traitance et les groupements, qui peuvent impliquer une pratique anticoncurrentielle. La sous-traitance, lorsque vous rencontrez des entreprises qui répondent à des appels d'offres avec des sous-traitants qui sont les mêmes, ça pose évidemment une vraie problématique, c'est que le sous-traitant a en général connaissance de l'ensemble de l'offre et il peut créer une distorsion concurrentielle en abaissant soit son offre commerciale, soit en transmettant de l'information. Donc, en tant qu'entreprise, évidemment, il vaut mieux éviter d'accepter d'être sous-traitant sur plusieurs offres. Deuxième cas sensible, ce sont les groupements. Un groupement, évidemment, lorsqu'il existe, lorsque des entreprises répondent en groupement, il faut que le groupement soit justifié par des nécessités techniques et économiques. Or, parfois, on voit des groupements qui n'ont pas d'autre raison d'être, je dirais, que d'appauvrir la concurrence. C'est une vraie raison objective, c'est de faire une offre commerciale qui est la plus basse possible. Donc, effectivement, il y a une synergie, mais sous l'angle du droit de la concurrence, c'est un appauvrissement, et donc c'est un groupement irrégulier qui peut amener une répartition de marché, surtout quand les entreprises interviennent exactement sur le même domaine. Donc ce sont des points de vigilance extrêmement importants à avoir à l'esprit. Et puis les réponses possibles dans un tel cas devant le tribunal administratif, c'est bien évidemment l'annulation du marché. L'administration, avant, elle peut exclure le soumissionnaire. Et la partie victime, sur la base du constat, peut solliciter soit une indemnisation, soit voire même des sanctions pénales sur la base de la prise illégale d'intérêt, l'octroi d'avantages injustifiés, etc., etc. Donc elle a de nombreuses armes à sa disposition pour assurer la régulation en ce qui la concerne. Ensuite, il est vrai, une particularité, qu'elles peuvent faire appel devant donc, essentiellement la Cour d'appel de Paris, la chambre 5-7 pour toutes les décisions qui sont rendues, notamment celles de l'autorité de la concurrence, lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. J'ai eu le même étonnement que le président Stolz, celui de voir que l'autorité, dans le dossier OPT, pour ne pas le nommer, que l'autorité était partie prenante à la décision et à la procédure devant la Cour d'appel. Donc pour nous, avocats qui avons l'habitude du contradictoire, notamment dans les dossiers pénaux, mais pas seulement, dans tous les domaines du droit, avoir l'entité qui nous juge en première instance, qui devient la partie adverse en appel, c'est un véritable élément de surprise, surtout que cette même entité peut effectivement se pourvoir en cassation, donc ça devient vraiment une partie adverse jusqu'au bout, qui sera de nouveau notre juge dans d'autres dossiers. Donc c'est une vraie particularité qui s'explique parce que c'est une autorité indépendante et qu'on est, et là on revient avec le sujet que je traite, on est dans le domaine de la régulation. Donc le principe du législateur, c'est que les autorités indépendantes doivent avoir un effet de régulation et pas de pure sanction, pas de pure discipline. Et dans l'esprit du législateur, je ne sais pas si l'objectif est atteint au travers de cette mesure,
le fait d'en faire une partie à l'appel, c'est encore en faire un organisme de concertation, de discussion, pour que ces arguments soient bien compris par les entreprises, etc. Donc ce mécanisme, on le retrouve pour toutes les autorités administratives indépendantes, et notamment il y avait un rapport du Sénat de 2006 qui explique bien ce mécanisme, et on va le retrouver pour la CNIL, notamment pour l'ARCEP, qui prend énormément de décisions de sanctions, et qui se retrouve également à faire des observations dans le cadre des procédures d'appel. Voilà, dans le temps qui m'était imparti, Madame la Présidente, ce que je pouvais vous dire sur la régulation dans les entreprises privées. Il me revient la lourde charge de conclure, bien sûr, cette conférence. Ce colloque qui, de mon point de vue, a été très instructif et qui a tenu finalement le pari qu'on s'était fixé au départ, de traduire dans les faits, pour ce qui nous concerne, la devise « terre de parole, terre de partage ». La parole, elle a été plurielle, elle a été libre, chacun a exprimé son point de vue, à l'exception du gouvernement, il faut quand même le dire. Mais toutes les sensibilités ont été exprimées et je crois qu'il y a un consensus sur le fait que l'autorité de la concurrence est bien installée et finalement indispensable pour contribuer à la prospérité économique en assurant un cadre juridique stable et en permettant aux entreprises de s'épanouir par une concurrence par les mérites à travers la répression des pratiques anticoncurrentielles ou la prévention de pouvoirs de marché trop forts. Bien sûr, des améliorations restent à faire, à la fois dans les textes, mais aussi dans nos méthodes. Et on voit bien qu'elles sont attendues par l'ensemble des acteurs. Et on essaiera évidemment, pour notre part, d'y répondre. Le partage, ça a été aussi un moment de partage, finalement, cette conférence. Un partage d'expérience, bien sûr, entre les trois autorités de concurrence intervenant en Outre-mer. Et donc, évidemment, je remercie tout particulièrement M. Benoît Queuret et puis M. Christophe Venture, qui représentent chacun l'autorité nationale pour le premier, l'autorité polynésienne pour le deuxième, et qui ont fait le déplacement jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour participer à ce colloque. Un partage d'expérience aussi avec les opérateurs économiques, et notamment par rapport à leur réception des avis ou même des décisions qui sont prises par l'autorité de la concurrence dans le cadre d'un dialogue franc et sans tabou. De la part aussi des élus du Congrès représentés par Madame Suvet et des élus du Sénat coutumier, si on peut dire élus. Mais en tout cas, on était vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est très important aussi que vous soyez là, parce que l'autorité, dans ses avis en particulier, tient compte aussi des coutumes, des rites qui existent aussi en Nouvelle-Calédonie. On l'a vu notamment dans le secteur des ponts funèbres à travers nos propositions de réglementation qui, on l'espère, seront un jour mises en œuvre. Quelques enseignements. Peut-être les outils à la disposition de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie comme de l'autorité nationale nous semblent globalement efficaces. On a pu comprendre que l'autorité polynésienne regrettait d'avoir perdu certains outils et que peut-être vous pourriez avoir des évolutions sur ce point. Nous, de notre côté, finalement, je crois qu'on a l'arsenal qu'il nous faut, à la fois à travers les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques commerciales restrictives. Mais évidemment, il faut être vigilant pour que ces outils s'adaptent à l'évolution aussi du monde économique. On voit bien comment en métropole et pour les départements d'outre-mer, l'autorité de la concurrence a été vigilante pour élargir son panel d'outils. Au-delà de ça, on est d'accord, beaucoup s'interrogent sur l'efficacité de l'action de l'autorité de la concurrence pour faire baisser les prix, vu que les prix ne baissent pas vraiment, en tout cas pas dans tous les secteurs, et probablement pas autant que les uns et les autres le souhaiteraient. Et aussi sur la non-mise en œuvre des recommandations, et en particulier des recommandations les plus révolutionnaires, structurantes pour le schéma économique de la Nouvelle-Calédonie. Et on l'a compris, il va falloir continuer
à expliquer nos avis, à partager également, tant auprès des élus que du monde entrepreneurial, les raisons pour lesquelles peut-être un autre modèle de croissance peut être envisagé dans certains secteurs. En tout cas, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a eu des propositions très concrètes qui ont été émises aujourd'hui dans la journée, quasiment sur chaque table ronde ou chaque intervention. Je retiens que dans le contrôle des concentrations et du commerce de détail, ce qui pose le plus de problèmes aux entreprises, c'est la formalité administrative qui peut être lourde et surtout le coût des études liées au fonctionnement des marchés qui leur sont, sur lesquels elles interviennent et pour lesquels elles ont peu de données. Et de ce point de vue-là, on a demandé déjà souvent que le gouvernement sollicite l'ISEE pour publier certaines données qu'on n'a pas, que les entreprises n'ont pas, et qui rendent parfois difficile l'évaluation de leur part de marché. La deuxième table ronde, ou plutôt les interventions sur les pratiques anticoncurrentielles, a montré qu'il fallait sans doute sensibiliser davantage les entreprises de Nouvelle-Calédonie sur l'intérêt de nos différentes procédures pour se mettre en conformité le plus rapidement possible et du coup échapper à la sanction pécuniaire. Et donc ça, je pense que c'est un travail de pédagogie qu'on doit faire, mais qu'on peut faire aussi avec les avocats, les conseils juridiques, parce qu'il y a certainement un manque de connaissances là-dessus. Sur les pratiques commerciales restrictives, il y a un consensus évident pour moderniser le droit qui est obsolète ou inapplicable. Alors on a notamment traité des questions de remise, et plus particulièrement de remise différée. Bon, il y en a d'autres, hein. L'autorité a fait des propositions au gouvernement et transmis un texte. On espère qu'un jour, il sera déposé sur la table du Congrès et surtout que les opérateurs pourront aussi contribuer pour apporter la pierre à l'édifice et améliorer nos propositions ou faire elles-mêmes des propositions. On voit aussi qu'il y a des clarifications à faire en matière de délai de paiement. Alors, les clarifications, elles portent sur le point de départ du calcul du délai. Il y a un consensus, en tout cas, côté autorité, acteurs économiques, sur le fait que ça peut être la date d'émission de la facture. Il n'y a pas encore de consensus réellement sur le point de savoir si on doit garder les 30 jours ou si on doit les étendre. Nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, vous faites comme vous voulez, mais chaque fois qu'on étend un délai de paiement, c'est moins de trésorerie pour l'entreprise. Il y a également une question qui a été, une recommandation qui a été de réactiver la CCPC, la Commission consultative des pratiques commerciales sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en modifiant sa composition et en lui donnant les moyens de fonctionner. C'est un débat qu'on avait déjà eu sur le comité de l'Observatoire des marges et des prix. Je pense que ça vaut aussi pour cette commission qui ne pourra qu'apporter de la clarification et puis être un outil de plus au service des entreprises pour améliorer leurs relations les uns avec les autres, les unes avec les autres. Sur la question des avis et de la mise en œuvre des recommandations, j'ai bien noté les propositions de Madame Suvet sur la formation des élus, sur la nécessité de structurer le dialogue entre l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des autorités politiques, gouvernement, congrès, province. C'est vrai que maintenant que l'autorité est bien installée dans le paysage et a démontré toute son indépendance, le dialogue est peut-être plus facile à assumer aujourd'hui et probablement encore plus nécessaire qu'avant. Donc j'espère qu'on y arrivera et que les successeurs s'y engageront. Et puis la proposition de Mim Sidali sur la nécessité d'avoir un retour du gouvernement sur les recommandations que peut faire l'autorité de la concurrence, qui soit formalisée, pourrait aussi être une bonne base de discussion pour ensuite établir ou pas des projets de loi ou des projets de délibération pour modifier le paysage réglementaire et ensuite concurrentiel d'un certain nombre de secteurs. Les dernières interventions parlaient des recours de l'autorité, sur les décisions de l'autorité. Alors je crois qu'on ne pourra pas changer les textes nationaux, mais ce qui est sûr, c'est que l'action en matière de mise en conformité spontanée de la part des entreprises calédoniennes en particulier, et grâce à l'aide que peut leur apporter leur conseil juridique, est vraiment à promouvoir. Donc, on vous soutient largement en la matière et si vous avez besoin de nous, on sera au rendez-vous. Bon, au-delà de tout cela, se pose plus largement la question de la place de la politique de la concurrence parmi les autres politiques publiques.
Pour ma part, je pense qu'en réalité, il faut avoir une vision de sa politique économique pour pouvoir en déduire quelle est la place de chacun des outils qui vont devoir s'articuler. L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, elle est absolument certaine que la politique de la concurrence peut parfaitement s'articuler avec une politique commerciale adaptée, avec une politique industrielle qui puisse favoriser la croissance de la Nouvelle-Calédonie en définissant des secteurs stratégiques et prioritaires, qui nécessiteront alors des protections, des investissements, des aides. Mais voilà, ça suppose aussi de définir quels sont ces secteurs prioritaires et quels sont ceux qui vont rapporter de la croissance à la Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, ce n'est pas la responsabilité de l'autorité de la concurrence que de le faire parce que ça revient aux élus, mais comme l'a très bien dit Benoît Cœuré, l'autorité va continuer à participer au débat et même si elle ne fait pas l'unanimité, même si elle pique un peu, elle est dans son rôle quand elle fait ses propositions. Et on espère en tout cas qu'à travers tout le travail qui est réalisé par le service d'instruction et grâce finalement aux entreprises qui sont en réalité notre principale source d'information en Nouvelle-Calédonie, vu qu'on l'a dit, on n'a pas de statistiques, on arrive à décortiquer des secteurs, à expliquer comment ça fonctionne. On arrive aussi à dégager quelles peuvent être les problématiques qui se posent, quels sont les gisements de pouvoir d'achat à travers la levée d'un certain nombre de barrières qui peuvent être ensuite éventuellement suivies par les autorités politiques. Et donc, on devrait pouvoir avancer dans le bon sens. Donc en conclusion, je tiens évidemment à vous remercier tous très très chaleureusement de votre participation. Tous les intervenants ont parfaitement joué le jeu dans le cadre d'un dialogue franc, ouvert, sans tabou. Le public a été super, vous avez tous posé des questions à toutes les tables rondes et là encore, parfois des questions qui peuvent être un peu dérangeantes. On a vu d'ailleurs des réponses qui étaient parfois diverses selon les acteurs concernés, mais dans le respect de chacun. Et je pense que c'était vraiment important, en tout cas pour moi, à la veille de quitter mes fonctions, vous l'avez compris, d'ici la fin de l'année ou début d'année, en espérant que le gouvernement et le Congrès nomment les successeurs, autrement l'autorité ne pourra plus fonctionner, qu'on puisse faire ce bilan tous ensemble. Parce que c'est vraiment le plus important pour nous d'avoir un retour direct de la part des acteurs qui sont en réalité concernés par ce qu'on fait. Enfin, et pour terminer, je veux une fois de plus, mais vraiment remercier toute l'équipe de l'autorité de la concurrence qui s'est super investie pour qu'on réussisse à monter ce colloque. Bon, pour tout vous dire, j'ai dû leur dire le 5 juin, tiens, ce serait bien de faire un colloque pour faire le bilan de l'autorité de la concurrence et évoquer les perspectives. Et franchement, tout le monde s'est vraiment mobilisé, que ce soit celles qui sont intervenues, Caroline Genevoix, Virginie Elissalde, pendant les tables rondes. Mais au-delà de ça, c'est toute l'équipe derrière qui a contribué à ce travail. Évidemment, je remercie mes membres. Parler de mes membres. Non mais vraiment, moi j'ai eu une équipe au sein d'un collège absolument dévoué et un collège qui a parfaitement joué le jeu de la collégialité. Et ça, je pense que c'est chance, c'est pas grave, pour l'autorité. Je vais terminer comme ça. Donc, pour finir, une spéciale dédicace quand même à Marie Bernard. Marie Bernard. C'est notre outil logistique, c'est notre outil d'accueil, c'est notre maman, c'est vraiment celle qui a permis de tout organiser en réalité sur le plan opérationnel. Et voilà, je voulais vraiment la remercier très personnellement. De la même manière que je veux remercier Lucie Glorieux, notre juriste, qui nous a aidés, nous, membres du collège, à préparer nos interventions. Et effectivement, dans le temps imparti, le fait qu'on ait sorti 2 avis et 3 décisions, c'était quand même plutôt pas mal.
Donc, vous l'aurez compris, je suis vraiment très heureuse de cette journée. Et bien sûr, il y a des améliorations à faire, on espère qu'on pourra y répondre. Et je suis vraiment très contente que vous ayez pu participer jusqu'à la fin. Et du coup, vous méritez d'aller boire le verre de l'amitié tous ensemble.